passer au-delà des blocages que tu peux avoir quand tu es investisseur. Tu es souvent seul parce que autour de toi, tout le monde n'investit pas. Je disais qu'on te demandait si tu dormais la nuit, etc. Moi, ça m'arrive de faire quelques nuits blanches. Salut Christophe. Salut Loris. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir du coup chez toi. Ouais, avec grand plaisir. Enfin, moi, je t'ai connu personnellement via YouTube. Il y a une période où tu as tourné quelques petites vidéos ou quelques formats avec Gilles Green. C'est comme ça que j'ai été, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Et après ça, j'ai participé à ton mastermind. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Tu avais fait une première rencontre IMO dans le 74 dans un chalet. Donc c'est un peu le concept. C'est un peu ton format, le mastermind, c'est ce que tu mets en avant aujourd'hui sur tes différents réseaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Avec grand plaisir. Donc c'est vrai qu'on s'est connus lors d'un mastermind. Donc en fait, l'idée du mastermind, c'est quoi? C'est de faire des rencontres entre investisseurs. Le but, c'est de créer du réseau et aussi de donner un maximum de valeur et de contenu pour les gens qui veulent se lancer ou qui veulent multiplier les acquisitions. Souvent, quand tu es investisseur, tu es seul, donc tu es vite bloqué. Le but d'avoir du réseau, de faire des rencontres entre nous, c'est de pouvoir se partager les bons contacts et aussi de pouvoir passer au-delà des blocages que tu peux avoir quand tu es investisseur. Tu es souvent seul parce que autour de toi, tout le monde n'investit pas. Donc, tu sais peut-être pas comment résoudre une problématique ou n'importe. Et c'est ça que va venir compenser le mastermind. C'est t'aider et aussi individualiser ton objectif à toi. Donc, si toi, tu as un objectif, c'est pas le même que le mien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avancer en fonction de votre situation personnelle et de ce que tu as envie de faire. Et après, concernant les vidéos, effectivement, on a une chaîne Ton Banquier à domicile sur laquelle on fait pas mal de contenu sur l'investissement dans la globalité et aussi sur le financement immobilier parce que j'ai travaillé 15 ans à la banque, effectivement. Donc, on aime parler de contenu investissement immo et financement pour tous les gens qui sont bloqués ou qui pensent être bloqués pour donner aussi des leviers à tous ceux qui veulent aller plus loin dans l'investissement. Donc, l'idée, c'est de faire profiter de nos 15 ans d'expérience et à titre perso, ça fait 11 ans que j'investis dans l'immobilier. Donc, voilà, notre but, c'est vraiment de partager et de donner un maximum de valeur sur l'investissement. Top. Et du coup, tu me dis que ça fait 11 ans que tu investis dans l'immobilier. Là, tu viens de me présenter ton opération sur ta résidence principale, donc, qui est quand même une assez belle opération. Tu es au-dessus de 300 000 euros. À la revente, tu serais autour de 500 550 000 euros, comme tu l'as expliqué. Mais avant ça, quelle était ta première opération? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier dans l'immobilier? Alors, toujours la division. En fait, j'ai un copain à la banque. Je le voyais toute la journée. Il écrivait, faisait des calculs. Je me suis dit, mais il fout quoi, lui? C'est pas possible. Nous, on est en train de travailler. Lui, toute la journée, je le vois avec des feuilles en train de faire des calculs. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il me dit, non, va jouer, reste à l'accueil, vas-y, retourne là-bas. Et au bout d'un mois, je le tannais tellement qu'il finit par m'expliquer, voilà, j'ai acheté des biens. En fait, j'ai des crédits, j'essaye de les rembourser rapidement pour pouvoir percevoir que les loyers, plus avoir de crédit. Alors, c'est pas la meilleure stratégie. Aujourd'hui, c'est pas celle qu'on préconise. Vaut mieux conserver ses crédits et les étaler sur des durées longues pour profiter au maximum du cash flow, du bénéfice que tu peux avoir, mais tout en ayant de la charge pour pouvoir les déduire et optimiser aussi ta fiscalité. Et du coup, il m'explique ça et puis je lui disais, explique-moi l'IMO, je vais en faire moi aussi. Il m'a dit non, mais laisse tomber, ça sert à rien, c'est trop compliqué. Et il finit par me dire, comme on habitait sur le même secteur, allez, viens avec moi, j'ai vu une belle opération, je vais te montrer ce que c'est. Et on arrive et me montre une maison immense, il devait y avoir, 250 mètres carrés, je pense, en région parisienne, donc et il me dit, on fait la visite et il me dit, tu vois, ça c'est une pépite. Bon, moi j'avais visité, je connaissais rien à l'IMO, je me dis, ouais, ok, c'est une pépite. Il me dit, ouais, tu vois le sous-sol, en fait, t'avais un sous-sol, c'était un rez-de-chaussée, quoi, c'était pas un sous-sol, il était pas enterré, mais c'était un rez-de-chaussée et il faisait 2,80 m de hauteur sous plafond. Et il me dit, tu vois, cet étage-là, il est gratuit. Je lui dis, ok, j'achète. Il me dit, comment ça, t'achètes? Je lui dis, ouais, tu m'as dit que c'était une pépite, moi j'achète. Et du coup, je me suis positionné, donc le bien était à 350. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les acheteurs n'ont pas eu leur crédit, donc il est ressorti à la vente à 350. Moi, je travaillais à la banque à l'époque. C'était mon premier achat, donc très facile de me faire financer. Donc, j'envoie un courrier à ma conseillère, enfin un mail. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me financer ça? Elle me fait une simulation. J'arrive avec la simulation. J'étais bon, voilà, je vous présente. Je vous propose 300 000. Les vendeurs, c'était une succession. C'était 2 sœurs et un frère. La nana me dit non, hors de question et tout. Je lui dis, écoutez, vous avez perdu 6 mois parce que vous avez eu un refus de prêt. Je vous donne l'accord de prêt, donc réfléchissez. Elle me dit, ok. Donc, on part sur 300 000, ok. Donc, la plus grande des sœurs est fâchée. Elle veut plus trop me parler déjà. Et puis, arrive le moment de la signature chez le notaire. Et moi j'achetais 4 lots. J'achetais le jardin de devant, j'achetais le rez-de-chaussée, donc qui était un appartement. En fait, c'était des parents qui habitaient avec les grands-parents et les enfants. Donc, ils avaient déjà divisé.
pas officiellement encore, ils avaient qu'un seul compteur pour la maison, mais ils avaient déjà mis en copropriété, si tu veux. Alors ça reste une monopropriété tant qu'il y a un seul propriétaire, mais ils avaient fait les divisions. Donc en bas, c'était l'appartement des grands-parents et en haut, l'appartement des parents. Donc les 2 autres étages au-dessus, c'était un autre lot et le jardin arrière, un autre lot. Donc il y avait 4 lots. Et quand j'arrive chez le notaire, je connaissais rien, j'avais pas de notaire, donc on me recommande un notaire, je le prends. J'arrive pour signer la promesse et le notaire me dit bon bah je vous ai fait l'acquisition d'une maison. J'ai dit bah non, j'achète 4 lots. Il me dit non monsieur, il y a personne qui achète 4 lots, tout le monde achète une maison. J'ai dit mais je m'en fous, moi je veux acheter une maison. Et en gros, il y a les vendeurs qui sont là, donc qui sont déjà échaudés par la négociation que j'ai fait. Et tout le monde me dit bah écoute, soit tu signes comme ça, soit tu signes pas et genre tu dégages pour le vendre à quelqu'un d'autre. Donc je signe comme ça et j'obtiens mon financement. Je leur montre le financement, donc ils me disent ok, voilà, ils sont contents, je sens qu'ils sont soulagés, donc je leur dis est-ce que on peut faire de nouveau un avenant à la promesse pour que vous me remettiez mes lots. Comme ils sont contents que j'ai le crédit et tout, qu'ils puissent vendre le bien, ils me disent ok. Donc on fait l'avenant et juste avant la signature, je leur dis bah attendez, il y a un nouveau problème. Comment on fait pour l'assainissement? Parce que tu sais, l'assainissement, il faut que ça soit aux normes, il faut que les eaux pluviales soient séparées des eaux usées. Et du coup, ils me disent bah, comment ça, vous signez en l'état? Bah non, il faut que ça soit régularisé. Donc soit vous faites les travaux, soit on fait 2 devis, on fait la moyenne des deux, je fais baisser le montant de l'assainissement. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc il y en avait pour 5 000 €. Ils m'ont déduit 5 000 € du prix d'acquisition. Donc au lieu de l'acheter 300, je l'ai acheté 295. Et là, j'ai la grande sœur qui pleurait. Et là, elle voulait plus m'adresser la parole. Donc on a fini par signer. J'ai fait la rénovation de cette première maison. Donc la partie haute, c'était ma résidence principale. La partie basse, je l'ai gardée en location. Et du coup, bah voilà, j'ai habité la partie haute pendant 3 ans. J'ai vendu la partie haute. Ça m'a permis de dégager de la trésor. Et ensuite d'enchaîner les opérations locatives et moi de descendre dans la partie basse. Et j'ai enchaîné les investissements locatifs à partir de ça. Donc 2018, premier investissement locatif. Pareil, une grande bâtisse que je divise en plusieurs lots, plusieurs appartements avec un local commercial. J'achète en même temps un autre studio proche de Paris. Et 2020, après, c'est là où vraiment j'ai enchaîné. Parce qu'au début, je faisais mes travaux, j'essayais de grappiller à droite, à gauche. Quand tu commences en partant de zéro, bah voilà, tu essayes toujours de gratter un petit peu tout ce que tu peux. Et puis, voilà, je me suis professionnalisé, je me suis entouré de professionnels du bâtiment. Et après, 2020-2021, j'ai enchaîné les investissements, que des biens que je prenais, que je divisais. Et toi, comme tu viens de me le dire, tu pars de zéro. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, de ton éducation, tout ça, et de comment tu as pu aussi changer d'état d'esprit par la suite? Ouais, c'est difficile de changer d'état d'esprit, je trouve, quand tu... moi, j'ai toujours... j'ai rien... Enfin, j'ai manqué de rien. On vivait, si tu veux, en HLM. Donc moi, à la base, ma maman, c'est des forains. Donc c'est des gens du voyage. Eux, ils ont grandi en caravane, en roulotte. Après, ils ont basculé en HLM quand ils étaient adolescents. Et moi, j'ai toujours grandi en HLM. Donc quand j'étais petit, avec mes parents, on avait un appartement dans une cité. Mais par contre, j'avais des affaires que je voulais, on avait à manger. Bon, l'été, les vacances, tu vois, c'est un camping où il n'y a pas de piscine, où il n'y a rien du tout, mais on avait la chance quand même de partir. Donc c'était cool, franchement, c'était top. Mon papa était malade très rapidement, donc il était à la maison et il s'occupait de moi. Donc il a été très très présent. L'éducation, moi je devais toujours être le premier. Premier à l'école, premier au foot. C'était voilà, beaucoup de compétitions, c'était toujours la compète. Comme mon papa avait vu que j'avais des capacités, en tout cas pour lui. Donc il voulait vraiment que je sois toujours le premier et tout. Donc j'ai grandi comme ça. Et arrivé au bac, j'ai fait un bac génie civil dans le bâtiment. J'ai perdu mon papa, j'ai eu mon bac. Et après j'ai arrêté les études parce que je me suis dit voilà, il fallait que je travaille. J'avais ma mère et ma sœur. Donc je me suis dit, il faut que j'aille bosser. J'ai enchaîné les petits boulots, j'ai fait boueur, j'ai travaillé dans une usine, l'usine de ma maman. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, ça me fait chier. Je vais pas faire ça toute ma vie. Ça ressemble à rien, tu vois. Toute la journée, j'étais là en train de regarder l'heure. Putain, c'est quand que ça passe. Tu sais, t'es en sortie de machine, tu fais des cartons toute la journée. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas être ça ma vie. Donc franchement, c'était dur. Et je faisais des petits boulots à droite à gauche et je reprends un BTS, je crois que ça s'appelait MUC à l'époque. Et je travaillais dans une agence IMO. En parallèle en stage, tu vois. C'était en alternance. Et dans l'agence IMO, je rencontre une dame qui devait avoir, je sais pas, à l'époque, peut-être 55 ans. Et elle me dit, Christophe, mais qu'est-ce que tu fous là? Elle me dit, agent IMO, il n'y a pas d'argent à gagner. Elle me dit, ma fille, elle travaille à la banque. Franchement, va travailler à la banque. Tu es payé sur 15 mois. T'as des vacances tout le temps. Je dis, t'es jeune, t'es influençable. Donc, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc-là? Je dis, je vais me renseigner. Attends, je vais regarder juste que la caméra, c'est pas coupé. J'entends. Ouais, non, ça s'arrête toujours. Juste, ah ouais, t'as un
micro, je ne mets pas, c'est normal. Ouais. Ça fait pour les deux? Ouais, Ok. ça fait pour les deux. Et du coup, donc elle me dit, ouais, va travailler à la banque. Donc je reprends des études de BTS Banque. Et là, je me dis, putain, mais c'est quoi ce monde-là? Tu sais, les gens, ils sont pépères, ils sont dans leur bureau, ils sont tranquilles. Moi, je m'étais arrêté sur le bac STI Génie Civil, qui était un bac où je comprenais pas tout, parce que dans ma famille, il y a personne qui était du bâtiment. Donc on me faisait des coupes de plancher, de dalles béton, tout. Je me disais, mais c'est quoi ces trucs? Je comprenais rien, tu vois. Et du coup, là, j'arrive au BTS banque et je me dis, j'ai jamais fait de comptabilité et tout, mais c'est super simple. Donc, je vais jamais à l'école. Et je finis par avoir quand même mon BTS, donc je me fais virer 1 ou 2 mois avant le BTS. Je le passe en candidat libre, j'ai mon BTS. Et arrive le moment où tous mes collègues qui étaient en classe avec moi, bah, tout le monde a, enfin, tu vois, la majeure partie des gens ont leur BTS. Et du coup, tout le monde trouve un travail en CDI. Et moi, je trouve pas de travail. En fait, à chaque fois que je passe les entretiens dans les banques, je valide toujours le matin, tu as une partie écrite, donc je valide toujours les tests. Arrivé à la partie orale, entretien, je me fais toujours recaler. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, il y a un problème, pourquoi ça passe pas? Et je dis, c'est pas grave, je vais faire de l'intérim. Ça me convient, je fais de l'intérim, je bosse comme un fou, tu vois, pendant 6 mois. Et après, je profite pendant 2 mois, je pars en vacances avec mes potes. Donc on profite, je refais ça, je retravaille 6 mois, je repars 1 mois. Et je me dis, bah, ça me convient très bien. Et dans la banque dans laquelle je suis, les directeurs, directrices essayent de me faire rentrer. Pareil, ça bloque. Après, j'avais pas été très sérieux sur les stages à chaque fois en banque. J'y allais quand je voulais, je faisais un petit peu ce que je voulais. Donc, je pense que j'étais un peu fiché, quoi. Et je finis par rentrer dans la banque, donc ils finissent par m'embaucher à l'accueil. Et après, j'ai gravi les échelons accueil, conseil clientèle, conseil en gestion de patrimoine et chargé d'affaires pro. J'ai eu une pause entre-temps. Je sais pas si tu veux que je t'en parle maintenant. Je sais pas par rapport à quoi, je sais pas. À ma carrière professionnelle. Ma carrière professionnelle, en fait, au bout de 6 ans, si tu vas à la banque, j'ai fait accueil, donc qui est conseil clientèle. Et au bout de 6 ans, bah, je me dis, j'en ai marre de la région parisienne. Je dis à ma femme, ça te dirait pas qu'on bouge? Et du coup, bah, on est parti habiter sur l'île de Saint-Barth, donc aux Antilles. Pendant 2 ans et arrivé là-bas, bah, pareil, rebolote, en fait, pas de possibilité de travailler à la banque. En fait, ce qui était bien là-bas, c'est que ça a été cash, c'est que les DRH, ils me reçoivent, donc de la banque là-bas sur place aux Antilles, et la DRH, elle me reçoit, bonjour monsieur Allais, vous êtes né sur l'île? Bah non, je viens de métropole. Ok, vous avez pas le boulot. Je dis, mais c'est du racisme ça. Il m'a dit, bienvenue aux Antilles. Je dis, ok. Bon, bah au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc après, tu vois, je comprends le truc de se dire, bah, vaut mieux privilégier les gens de l'île parce qu'ils vont rester sur... Tu vois, même le directeur, il m'a rappelé, il était gêné, il m'a dit, ouais, ça serait que moi, je vous aurais pris parce que vous êtes beaucoup plus qualifié que la personne qu'on a embauchée, qui connaît rien à la banque. Mais en vrai, ils ont raison parce que moi, je suis qualifié, mais je suis parti au bout de 2 ans. Tu vois, alors que la personne qu'ils ont pris, qui était sur l'île, bah, elle est nulle, ils m'ont la formée et elle va rester toute sa vie. Donc j'ai dit, bon, ok, tant pis. Et du coup, bah, j'ai travaillé dans les jardins, dans le bâtiment. Et au bout d'un moment, j'ai dit à ma femme, ça me saoule, on travaille, parce que tu vois, ça coûte très cher sur les îles, surtout sur Saint-Barth. Donc elle est infirmière, elle travaillait beaucoup, moi je travaillais beaucoup. En fait, on faisait les 3-8 et on avait notre plus grande déjà. Et on se voyait, enfin c'était très compliqué quoi. On devait charbonner tout le temps. Et au bout d'un moment, bah, je lui ai dit, écoute, c'est bizarre. Ici, tout le monde a de l'IMO. Tous les gens qui viennent de métropole, ils ont de l'IMO. Nous, on a que dalle. Bah, je lui ai dit, viens, on rentre en métropole et on se bâtit notre empire, entre guillemets, en tout cas notre truc. Et elle m'a dit, bah, vas-y. Et du coup, on est revenu en métropole et là, j'ai repris mon travail à la banque. J'avais posé un congé sabbatique de 2 ans. Tu as la possibilité de faire ça à la banque, donc c'est un gros avantage. Et du coup, bah, à l'issue du congé sabbatique, j'ai repris à la banque. Et cette fois-ci, bah, je me suis dit, autant profiter de ce que je peux voir des clients, un petit peu comme toi, ce que tu m'as dit, tu as vu tes clients suisses. Et là, bah, je me suis dit, pareil, attends, les gens, ils gagnent de l'argent comment? Avec l'IMO, okay, comment ils font pour gagner de l'argent avec l'IMO? Donc, tous les soirs, tous les week-ends, je partais avec les investisseurs voir leurs biens. Tous les biens que je finançais, bah, les gens, tu vois, ils étaient contents parce que j'étais super impliqué. Donc, ils me disaient, bah, viens, si tu veux, on va te montrer et tout. Donc, moi, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, je regardais. Ah ouais. Tu vois, sur mon temps, sur le week-end, sur le soir, j'allais visiter leurs biens. Je disais, mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Ils me disaient tout, je notais dans ma tête. Et après, bah, voilà, j'ai dupliqué, j'ai refait pareil qu'eux. Et puis, ça m'a permis de gravir les échelons à la banque parce que j'étais impliqué, donc ils m'ont fait évoluer. Et puis, avec les investisseurs, bah, d'être dans un cercle, dans un réseau qui partage leurs contacts aussi, ça m'a permis beaucoup évoluer. Tu disais que tu es rentré, donc ça devait être autour de 2018 quand tu es rentré de Saint-Barth, c'est ça? Non, je suis rentré de Saint-Barth en 2015 quand j'ai fait, moi, ma première acquisition, je l'ai fait en 2015. Je l'ai fait tout de suite en rentrant. Je suis rentré, en fait, on est parti en 2013, je suis rentré en 2015 et août ou septembre 2015, j'ai acheté mon premier bien. Et il y avait déjà un peu des vidéos sur Internet à cette époque-là? C'était comment? Il
y avait déjà des personnes qui t'inspiraient un peu ou pas tellement? Ouais, alors moi je suis pas du tout des réseaux sociaux. En fait, la chaîne Tombank à domicile, on l'a montée en 2021. Ouais. J'ai jamais regardé les réseaux sociaux avant le Covid. Ok. Si tu veux, ça a créé un décalage aussi, ça, c'est que quand on est parti aux Antilles en 2013, j'avais des potes qui venaient chez nous donc en vacances et on n'était pas très portable, on s'amusait tout le temps, on déconnait et tout. Et je voyais, plus le temps passait, tu vois, en 2015, juste avant de rentrer, quand mes potes venaient, je voyais qu'ils étaient de plus en plus sur les téléphones. Mais ça a créé un décalage parce que du coup, moi là-bas, tu vois, quand on était aux Antilles en 2015, il n'y avait pas les forfaits illimités et tout, donc c'était très restreint et je ne regardais pas, j'en avais rien à faire quand tu passes ton temps dehors, tu t'en fous des réseaux. Et en tout cas, avant, c'était comme ça. Et moi, j'ai fait donc ma petite vie de 2015 à 2020. Et 2020, je suis en train de rénover un de mes biens. Il y a le Covid qui est là. Et du coup, à la banque, on a la possibilité de faire du télétravail. Donc, je fais du télétravail. L'après-midi, quand j'ai fini ma journée, en fin de journée, je fais mes travaux. Et le soir, je commence à regarder YouTube. Tu vois, il faut tuer le temps. Je me dis, bon, vas-y, le soir, on regarde YouTube. Et là, je vois des gars. Je me dis, putain, mais c'est quoi? C'est une série, le bordel. C'est super bien tourné et tout. Je me dis, mais ça existe, ça? Et là, je commence à regarder le nom des formateurs qui existent à l'époque. Et je vais voir à la banque, tu as accès au bilan et tout. Je commence à regarder leur bilan. Je vois le gars, en 3 ans, il fait 6 millions d'euros pour vendre des formations IMO. Je commence à acheter son livre. Je vois qu'il a acheté 4 biens dans sa vie. Je me dis, putain, lui, il a acheté 4 biens. Il fait 6 millions d'euros. Moi, j'ai acheté déjà là les biens. Je vais faire la même chose, quoi. Donc ça, c'est en 2020. 2021, du coup, je me lance. Je quitte la banque. Fin 2021, début 2022. Je me lance sur YouTube et Instagram. Donc, sur la chaîne, développer la chaîne pour aider les gens à investir. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Mais avant, non, je regardais jamais de vidéos. J'ai regardé, si, je suis un menteur. Je regardais en 2015, quand j'ai acheté, que j'ai rénové ma première maison, je regardais les tutos, tu sais, pour savoir comment faire du placo, des rails et tout. Mais je voyais, c'était genre des Roumains ou des Moldaves, des vidéos, c'était même pas en français. Je regardais juste pour voir, mais comment on fait ça? Ah ouais, c'est bon, je fais ça, hop, après j'allais faire pareil. Mais ouais, non, je regardais pas trop. Ok, t'es un peu plus courageux que moi. Moi, j'aurais longtemps regardé les réseaux, parce que je suis jeune, c'est peut-être plus de ma... Enfin, excuse-moi. Mais... Ouais, non, mais c'est vrai que l'écart d'âge, ça y fait, quoi. Parce que t'as quel âge, du coup? 42. Ah ouais, moi, j'ai baigné dedans. Je regardais les vidéos d'Hassan, justement, il y a très longtemps. J'ai baigné un peu dedans. Après, on est timide, on est jeune, on n'ose pas forcément se lancer. Et puis là, grâce un peu plus d'expérience, tout ça, je prends un peu mon courage à deux mains et je me lance. Puis grâce à toi aussi, du coup, tu me permets de faire une vidéo avec toi, donc c'est top. Ouais, c'est normal. Après, c'est un échange, comme on disait tout à l'heure avant de commencer les vidéos. L'avantage, c'est que tu es jeune. Tu as déjà fait des biens immobiliers, donc tu as une légitimité aussi par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est que du réseau. Donc, c'est ton réseau que tu t'es constitué jusqu'à maintenant qui va te permettre, tu vois. Il ne faut pas que tu hésites à chaque fois que tu fais une vidéo avec quelqu'un de dire, tiens, recommande-moi une autre personne. Et comme ça, en fait, c'est comme ça que tu vas grossir. Parce que si tu fais tout seul, les gens, ils en ont rien à faire. Ils vivent leur vie, ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas envie de te connaître, ils n'ont pas envie d'échanger avec toi, ils ne savent pas qui t'es. C'est vrai. Donc, recommandation à fond. Ok, j'y avais pensé, j'ai pas mis en place, mais c'est vrai que j'aurais dû mettre en place déjà avant. Il faut. Si tu as fait les 4 vidéos que tu m'as dit tout à l'heure, les 4 personnes, tu leur envoies au WhatsApp, salut, ça va? Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour une prochaine vidéo? Ouais, j'ai testé, on va voir. Je reprends un peu mes questions. Ouais, vas-y. Je vais regarder jusque. Ça, c'est bon. Pardon, excuse-moi. N'hésite pas à parler fort qu'on t'entende bien. Ok, je parle peut-être encore trop doucement. Est-ce que... Ouais, ça m'a... Est-ce que... Donc toi, t'as été banquier pendant 15 ans, t'as énormément d'expérience dans le secteur. Est-ce que pour toi, il y a une information que est-ce que pour toi, les Français, de manière générale, utilisent mal la banque? Est-ce que... et comment ils pourraient faire pour... Attends. Mais comment ils pourraient faire pour pouvoir profiter aux personnes? Ouais, exactement. Est-ce que selon toi, les Français utilisent la banque correctement et est-ce que tu pourrais donner un conseil pour qu'ils utilisent la banque dans les meilleures conditions possibles? Ouais, je pense que c'est pas toujours utiliser pleinement les capacités de la banque. Enfin, on n'utilise pas toujours pleinement les capacités de la banque, notamment par rapport au taux d'endettement. Il y a beaucoup de gens, et ça ressort beaucoup, tu vois, sur nos programmes d'accompagnement. Les gens me disent toujours, je suis bloqué parce que je suis à 35% d'endettement. En réalité, il n'y a pas de blocage. Le seul blocage, il est dans ta tête parce que la banque, bien entendu, c'est une analyse de risque, mais c'est aussi du feeling. C'est-à-dire que si tu as des gens qui te font confiance, des conseillers, des conseillères qui te font confiance, directeurs, directrices, ils vont croire en toi, ils vont croire en ton projet, ils vont pouvoir dépasser ces 35%, parce qu'il y a plein de manières de les dépasser, soit au travers des SCI, soit au travers la possibilité de déroger pour 20% de leur dossier. Donc, ils ont 20% de leur dossier où ils peuvent aller au-delà des 35%. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est
peu connu des Français. Et les gens sont toujours là, mais non, mais je peux plus, je suis à 35%. Même moi, quand je leur dis, tu vois, quand on est en mastermind comme hier, non, mais tu peux aller au-delà. Non, mais je suis bloqué. Mais je dis, si je te le dis, tu peux y aller. Tu vois, moi, aujourd'hui, je fais plus de 100% d'endettement, je continue à faire des investissements. Et il y avait plein de gens dans la salle qui étaient à 40, 50%, 60, 70 et qui font aussi des investissements. Bah, t'en es la preuve. Donc, tu as la possibilité de le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ça. Et ils ne maîtrisent pas aussi les conditions bancaires. Pour moi, dans l'investissement, tu as deux moyens de gagner des sous. Premier moyen, une bonne acquisition. Deuxième moyen, un bon crédit. Et ça, les gens, ils se disent, mais tu vois, pour eux, il n'y a que en faisant une bonne acquisition, c'est le seul moyen pour eux de dégager du bénéfice. Alors qu'un bon crédit, et c'est ce que j'ai aimé hier avec Benjamin, la présentation qu'il a fait sur le marchand de biens, c'est que c'est ce qu'il expliquait aujourd'hui. Tu peux aller chercher du cash plus difficilement avec une bonne acquisition parce que les taux sont plus élevés, parce que le marché a eu tendance à monter ces dernières années, même si aujourd'hui il descend. Donc du coup, il reste la solution du crédit. Si tu as un différé, et tu peux avoir un différé jusqu'à 7 ans de différé, donc c'est-à-dire que tu ne payes pas l'intégralité de tes mensualités de crédit, ça te permet de mettre beaucoup d'argent dans ta poche. Donc ça, c'est une manière qui est peu connue des Français et qui est peu utilisée. Et aussi le fait de mettre peu d'apports. C'est-à-dire que tu vas pouvoir négocier avec ta banque le fait de ne pas mettre beaucoup d'apports dans ton projet. Et ça, les gens ne savent pas quel levier utiliser pour faire ça. Alors que tu vois, une négociation, si la banque te demande 30 000 € d'apport, bah, tu dis je mets 15 000. Et ce que je vous propose avec les 15 autres 1000, c'est de déplacer en assurance vie sur un PEA. Et là, la banque, elle se dit ok, c'est une relation gagnant-gagnant. Moi, je gagne parce que je fais des placements et tes sous. Toi, tu gagnes parce que tu mets moins d'apport dans ton projet, tu conserves tes fonds et en même temps, bah, ça te permet de faire ton investissement. Ok, il faut aller voir ton banquier à domicile pour, voilà, pour les conseils. pour optimiser. Non, mais c'est vrai que c'est dommage que aujourd'hui, si tu fais quelque chose, il faut le faire à fond. Si tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier, beaucoup de gens veulent être libres financièrement, même si j'aime pas trop ce truc-là d'être libre financièrement, parce que c'est un peu pipé, quoi. C'est ce que tu entends sur les réseaux, mais bah, je sais pas, peut-être que toi, tu as besoin de 1000 € pour être libre financièrement, peut-être que Paul, il a besoin de 10 000, peut-être que l'autre a besoin de 5 000. On n'a pas besoin de la même chose, tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et encore une fois, libre financièrement, ça veut rien dire. T'as 28 ans, tu me disais? Oui. Ah, moi, j'ai 42 ans, mais je ne vais pas rester à regarder Netflix toute la journée. Aujourd'hui, je suis libre financièrement. Si je voudrais vivre que de mes investissements, je fais ça. Mais je fais quoi toute la journée? Je me pose dans mon canapé, je regarde Netflix. Donc, tu vois, c'est relatif. Les gens, ils veulent tous, c'est tous l'Eldorado de se dire je ne vais pas travailler. Mais tu fous quoi de tes journées? Tu vois, tu vas pas manger de la glace et même si tu es au soleil. Allez, tu as assez d'argent pour aller au soleil. Tu fais quoi toute la journée? Ouais, c'est vrai que au bout d'un moment, tu tournes en rond. Bah, tu vas faire un mois au bout. Tu vois, la chance aussi quand tu échanges avec beaucoup de gens autour de toi, de ton réseau, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, grâce à l'immobilier, et ça, c'est pas un fantasme, c'est t'investis il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Alors beaucoup de gens veulent le faire en 6 mois. C'est pas possible en 6 mois, il faut être réaliste. Mais sur des périodes un peu plus longues, même en 10 ans, tu peux largement avoir, entre guillemets, on va dire, plié le game. Tu as assez d'argent pour, si tu as bien fait les choses, soit au bout de 10 ans, tu as remboursé la moitié de tes crédits. Si tu as acheté 10 biens aujourd'hui, tu vois, dans l'année, alors 10 biens, c'est ambitieux, mais peut-être 4 biens, tu vois, tu achètes 4 biens aujourd'hui. Cette année, en 2026, tu achètes 4 biens en 27, tu as eu 8 biens, bah, je suis sûr qu'en 2036, tu vois, tu peux être farniente à la plage parce que tu en vends la moitié, tu as la moitié qui est payée. Si on part du principe où tu as des crédits sur 20 ans, au bout de 10 ans, bah, la moitié de ton crédit il est payé, donc tu vends la moitié de ton parc immobilier, tu as la moitié de tes biens qui tournent. Donc admettons que tu as, je sais pas, 1000 € même par bien de loyer, si tu en gardes 4, ça te fait 4000 € net de crédit, bon bah voilà, tu vois, tu peux être entier, mais tu fais quoi après? Ouais. Et tu conseilles au bout de 10 ans, faire une renégociation un rachat de prêt ou quelque chose comme ça, ou tu conseillerais de laisser tourner? Comment tu vois les choses là-dessus? Ouais, tu as plein de stratégies et ça, c'est une très bonne chose dont ce que tu viens de parler. C'est qu'en fait, tu peux renégocier tes crédits et rallonger la durée. Tu as des banques qui te proposent ça. Tu peux même réétaler la dette sur 30 ans et faire une seule ligne de prêt. L'avantage, en fait, il faut calculer. Si effectivement, tu relisses tes prêts et ça te fait gagner, je sais pas, 1000 € de mensualité par mois, bah, c'est 1000 € de plus dans ta poche. Donc oui, je le conseille. Maintenant, ça dépend. Il y a des gens, ça fait paniquer d'avoir des crédits, et je comprends. Et tu vois, on parlait tout à l'heure, j'ai pas fini de te répondre parce qu'il y avait plusieurs questions, j'ai zappé. Mais par rapport au conditionnement autour de toi et ta famille, comment tu as été éduqué. Moi, dans ma famille, on n'avait pas de crédit. Parce que déjà, comme mon papa était malade, on ne pouvait pas avoir de crédit. Donc mes parents, ils n'ont jamais eu de crédit. Et du coup, aujourd'hui, ma maman, quand elle voit les SCI qui se rajoutent sur ma boîte aux lettres ou les trucs, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Tu me fais peur, arrête tes conneries et tout. Dès qu'elle voit un nouveau bien, tu vois, elle se dit, mais arrête et tout, c'est trop dangereux ce que tu fais parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas que les gens autour de vous, ils veulent, ils veulent votre mal.
ils veulent du mal pour vous, c'est qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu n'as pas été habitué à vivre comme ça avec des crédits et tout, bah, ça peut faire peur. Tu vois, même mes cousins me disent, mais t'arrives à dormir avec tous les crédits que tu as. Mais en réalité, ça, c'est pas moi qui les rembourse, c'est les locataires. Donc, c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est d'appréhender tout ça. Et puis surtout, quand tu viens pas d'un milieu, au-delà du milieu aisé, au-delà de l'argent, quand tu viens pas d'un milieu d'investisseurs, d'entrepreneurs, tu vois, même des potes autour de moi, ils comprenaient pas ce que je faisais. Donc au début, ils m'ont dit, mais c'est quoi ton truc de merde là? Tu sais, ils se foutaient de ma gueule quand ils voyaient les vidéos sur les réseaux, ils m'envoyaient les vidéos, ouais, c'est quoi et tout. Et aujourd'hui, ils disent, ah ouais, mais toi, t'es trop loin. Enfin, tu vois, ils se disent, ouais, bah c'est bon, on peut plus te suivre et tout. Mais c'est que je pense qu'il faut avoir une ligne directive, fixer ton objectif, savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et peu importe ce que les gens ils te disent. Alors, faut écouter, bien sûr. Des fois, tu vois, faut écouter pour pas prendre trop de risques. Mais faut pas toujours écouter les gens qui t'entourent. Quand tu es sûr de toi, faut foncer. Parce que si à chaque fois tu écoutes Pierre, Paul, Jacques, même tes parents, bah eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont peur pour toi. Ils vont vouloir te protéger. Donc peut-être qu'ils connaissent pas l'entrepreneuriat. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y avait pas d'entrepreneur chez moi. Donc quitter la banque pour faire de l'entrepreneuriat, quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, mais t'es malade. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dû lui montrer mes comptes société pour lui dire, regarde, voilà. Ah d'accord. Mais sinon, elle m'a dit, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi et tout. T'as un bon boulot. Mais en fait, c'est fini aujourd'hui, ça. J'encourage pas les gens à se mettre entrepreneur parce que c'est pas fait pour tout le monde. Tu le sais, là, tu viens de te lancer, c'est difficile. Tu gagnes pas d'argent, bah tu gagnes pas d'argent. T'as pas de parachute comme le salariat où t'as ton salaire qui tombe à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Donc, faut arrêter de fantasmer et de vendre des trucs aux gens du rêve. Oui, tu vas gagner des millions, non. Si tu gagnes rien à la fin du mois, tu manges pas. C'est dur, ouais. Excuse. Non, vas-y. Ouais, c'est pas facile. Faut pas partir sur vendre du rêve là-dessus. C'est quand même, ouais, c'est assez délicat. Enfin, il y a quand même une prise de risque qui est derrière. Faut avoir les épaules pour, etc. C'est pas facile. Toi, tu me disais qu'on te demandait si tu dormais la nuit, etc. Moi, ça m'arrive de faire quelques nuits blanches personnellement. Je sais pas si toi ça t'arrive. Ouais. Mais ouais, c'est pas facile tous les jours. Parce que le locataire, il paye certes le crédit, mais quand le locataire ne paye plus le crédit, par exemple, il peut y avoir un stress qui s'installe à ce moment-là. Après, si les choses ont été bien faites, il y a une assurance qui a été mise en place, mais il suffit qu'il y ait un document de mal signé ou quoi que ce soit, une erreur d'inattention sur un bail ou quelque chose, et c'est possible de passer au travers. Donc il y a quand même du stress qui est généré par tout ça. Donc effectivement, faut faire attention. Après, on n'a rien sans rien non plus. Donc voilà. Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop de gens. Ce qui est énervant, c'est que tout le monde est sur les réseaux, tout le monde scrolle. Donc les gens, on est là à dire oui, vas-y, il faut être à ton compte. Même pour les gens qui veulent faire de l'immobilier, on leur dit mais quitte ton CDI et puis c'est bon, tu vas être rentier. Et j'ai plein de gens, tu vois, qui m'appellent, qui me contactent pour entrer dans les programmes, mais je dis jamais je te prends en programme, c'est pas possible. Pourquoi tu as quitté ton CD, tu veux investir, t'as pas de bien, tu quittes ton CD, t'as pas de revenus, t'as pas d'épargne, t'es pas propriétaire, c'est quoi ton levier? La banque, elle va jamais te prêter de sous, pas de travail, donc pas de revenus, pas d'épargne et pas de logement. T'es locataire, ta caution, elle vaut rien. La banque, elle va jamais te prêter de l'argent. On peut rien faire, sauf si tu t'associes, tu vois. Mais il y a trop de gens qui disent des conneries. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux tout savoir sur tout le monde. Tu as des sites comme Papers, Infogreffe. Les gens, ils font pas les recherches. Tu as des gens, moi, que j'ai financé à la banque, qui ont 2 biens immo. Et aujourd'hui, ils sont formateurs sur les réseaux. Et je me dis, putain, mais ces gens-là, ils vont vendre des trucs à d'autres personnes, des milliers d'euros, mais ils ne connaissent rien. Et ils sont même pas du domaine financier, du domaine des travaux. Ils ont aucun lien avec l'IMO. Ils vendaient, je sais pas, je vais dire une connerie, des parfums, ils étaient boulangers. Et aujourd'hui, ils te vendent des formations IMO. Et ça, en 2026, ça existe sur les réseaux parce que ils sont peut-être bons en marketing, en communication, mais à quel moment tu es légitime pour parler d'immobilier? Et ça me rend ouf parce qu'ils vont conseiller des gens. Ils vont leur dire, quitte ton boulot, regarde, je l'ai fait, tu peux le faire aussi, mais tu manges des patates. Tu manges des patates tous les mois, tu essayes de vendre du rêve, tu as mis tout ton argent pour partir en vacances, pour faire comme tous les plus gros, mais tu n'as pas de sous. La réalité, c'est que tu es en galère pour payer tes crédits. Donc, les réseaux, c'est bien parce que ça ouvre beaucoup d'opportunités, ça te donne accès à beaucoup d'informations, mais ça te donne beaucoup d'accès aussi à des gens qui te racontent des conneries. C'est sûr, donc ouais, il y a bien vérifier ceux avec qui on s'entoure, c'est important, je pense. Ouais. Et essayer de choisir peut-être des formateurs adaptés à ce que par exemple, si vous êtes plutôt côté banque, moi je sais que j'ai trouvé ton accompagnement hyper qualitatif, mais c'était quand même vachement en relation avec ce que je connaissais déjà. Ouais. Donc je recommanderais peut-être plutôt à quelqu'un de choisir quelqu'un qui a, par exemple, si quelqu'un compétent en banque, choisir quelqu'un qui est compétent en travaux, pour diversifier un peu ses connaissances, s'améliorer surtout et avoir un complément toujours plus intéressant quand l'expérience soit plus intéressante. Je pense qu'il faut aussi aller vers des gens vers qui il y a un feeling, mais aussi qui sont professionnels d'un
un secteur, comme tu dis. Alors, l'avantage, c'est que moi, au-delà de la banque, il y a aussi la partie travaux que je maîtrise très bien, la partie fiscalité aussi. Mais il faut aller vers quelqu'un qui te ressemble, qui a les mêmes valeurs que toi, je pense que c'est important, et quelqu'un qui peut t'apporter. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, moi c'est pareil, l'année dernière, je me suis inscrit à un mastermind. Donc quand on dit les sommes, la somme que j'ai payée, tu vois, les gens, ils disent « Waouh, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait escroquer ?» Non, parce que aujourd'hui, avec l'expérience, et comme je propose aussi des masterminds, des accompagnements, je sais que tu vas pas venir chercher, les gens, ils veulent un maximum de valeur, aller venir chercher 1000 contenus, et t'en retiendras pas plus de 10-15%. C'est pas ça que tu viens chercher. Tu payes un accompagnement, je te dis une connerie, 5000 balles, peu importe, un mastermind, une formation. Ce qu'il faut venir chercher, c'est l'information qui va te permettre de faire plus que ces 5000. Le contact qui va te permettre de faire plus que ces 5000. Moi, mon accompagnement, il m'a coûté plus de 3 fois ce prix-là, mais il m'a rapporté plus de 10 fois, 15 fois, 20 fois ce prix-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu 2 contacts qui m'ont permis de faire plus d'argent. Et j'ai eu une information qui m'a permis de faire plus d'argent. Mais c'est tout, je venais pas chercher. Tu vois, les gens, quand on était en rencontre, ils me disaient « Ah ouais, cette rencontre-là, je suis un peu déçu, je m'attendais à plus de contenu. » Mais moi, je comprends le formateur qui nous a dispensé. Déjà, il donne tout. Donc, il donne beaucoup de contenu. Et au bout d'un moment, il va pas te réinventer le truc, tu vois. Il va pas t'inventer des trucs qui sortent du chapeau. C'est toujours la même chose. Donc, il faut raisonner comme un entrepreneur. Tu mets tant dans la machine, il faut que ça te rapporte, X soit le montant que tu as investi. Mais faut pas être à regarder, tu vois, ça m'est arrivé sur des masterminds, des gens, au petit déjeuner. Il y avait pas de fruits, c'était pas ouf. Mais t'es venu pour faire de l'IMO, t'es venu pour manger des fruits. Parce que si t'es venu pour manger des fruits, va au marchand de légumes, tu vois, ça te coûtera moins cher que... Donc, des fois, tu comprends pas ce que les gens ils veulent. Tu te dis, putain, mais on est là pour gagner des sous. Est-ce qu'on est là pour regarder, tu vois, ce qui se passe à côté? Donc, il faut comprendre ce qu'on vient chercher. Et tu vois, même toi, tu étais dans le mastermind, t'es pas venu souvent, t'as pas beaucoup participé, mais on a bien accroché. Aujourd'hui, on fait des vidéos ensemble. Je vais te recommander du monde. Hier, tu as participé au mastermind, donc tu étais speaker. Tout ça, ça peut te ramener des contacts. Mais ça, les gens, ils voient pas, ils comprennent pas. Quand tu as une vision investisseur, entrepreneur, tu viens pas chercher la même chose que tous les autres. Tu viens pas chercher la même chose que le salarié. C'est pas péjoratif quand je dis ça, parce que j'ai été salarié pendant toute ma vie, avant d'être entrepreneur. Donc, c'est juste que j'avais aussi cette vision où je voulais gratter partout. Donc, en fait, quand je faisais venir des artisans, je grattais à mort, chez le notaire, chez le comptable. Mais en réalité, ça m'a fermé plus des portes que ça m'a ouvert, parce que les gens, ils veulent plus de toi. Ils se disent, vas-y, il me fait chier. Déjà, il veut toujours le meilleur, et puis en plus, il veut rien payer. Donc, les gens, ils se braquent et tu perds des contacts. Et ça m'est arrivé de perdre des agents IMO comme ça, parce que le gars, il me trouve un produit moitié prix, et moi, je suis en train de négocier ça comme. Et là, il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Donc, des fois, pour 500 balles. Pour 500 balles, ça m'est arrivé de perdre des agents IMO qui m'ont fait gagner 60-70 000 euros. Donc, franchement, mauvais mindset. Et si je peux dire un truc aux gens aujourd'hui qui ont envie d'investir et d'entreprendre, ne regardez pas ce que ça vous coûte, regardez vraiment ce que ça vous rapporte. Et ça, c'est ultra important. Tu vois, tu peux pas être là à être focalisé toujours sur ce que ça te coûte sans voir ce que tu vas gagner derrière. Et si tu gagnes, les autres autour de toi doivent gagner. Aujourd'hui, cette maison, je l'ai pas cherchée. J'étais à l'île Maurice quand l'agent IMO il m'a appelé. J'ai appris de mon erreur d'avoir gratté. Donc, l'agent IMO m'avait déjà sorti un bien. Je lui ai donné une rémunération en plus. Donc, en fait, il avait sa commission. Et moi, je lui ai dit, vu que c'est toi qui as cherché, fais-moi un mandat de recherche, je te rémunère, c'est normal, tu m'as trouvé une pépite. Donc, je lui ai donné de l'argent en plus. Du coup, là, il a eu ce bien-là. Il m'a dit, Christophe, je crois que j'ai un truc pour toi. Hop, je lui ai dit, écoute, je te file en plus encore. On fait l'opération, je finis l'opération et tu reviens et tu me fais un mandat de recherche et voilà. Et du coup, je sais que cette personne-là va me rappeler tout le temps. Dès qu'elle a des biens, il me rappelle tout le temps. Parce qu'il sait que c'est gagnant-gagnant. C'est sûr. Après, c'est bien là, parce que la stratégie, elle a fonctionné avec cet agent IMO. Après, ça peut arriver aussi que certaines fois, on soit un peu plus à fond perdu, mais il faut l'accepter. Ça fait partie de certaines pertes qu'on peut avoir quand on entreprend, entre guillemets. T'es jamais à fond perdu, je pense, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui ont une vision trop restrictive et qui se disent je vois l'immobilier sur 6 mois, sur 1 an. Alors que l'immobilier, tu vois, là sur le mastermind, c'est pareil, j'ai fait venir un de mes associés qui a plus de 200 biens en région parisienne et ça fait 35 ans qu'il fait ça. Donc sur la durée, tu peux pas être perdant et sur le nombre de personnes que tu vas côtoyer. Parce que si tu gardes une ligne de conduite, aujourd'hui, il y a trop de gens qui veulent tirer la ficelle de leur côté. Si tu fais ça, t'es mort. Ta carrière, elle va durer 3 ans, 4 ans, tu vas pouvoir, pour parler crûment, mettre une douille aux gens pendant 2-3 ans, ça sera inaperçu parce que il y a comme
même un cercle assez large, mais au final, tu te rends compte que l'immobilier, c'est un petit monde, l'entrepreneuriat, c'est un petit monde, et que beaucoup de gens se connaissent. Quand tu montes à des niveaux un peu plus importants, tout le monde se connaît. Donc, tu peux pas fonctionner comme ça. Donc oui, peut-être que des agents immobiliers, tu vas les rémunérer en plus et ils t'apporteront jamais de nouvelles affaires. Mais d'un autre côté, ton nom, il sera toujours, tu vois, il te fera toujours de la pub. J'ai travaillé avec un tel, il m'a rémunéré en plus parce que je lui ai trouvé une pépite. Et du coup, son collègue, il se dira peut-être, tiens, moi aussi, j'ai quelque chose, je pense à lui. Peut-être jamais. En tout cas, personne ne pourra dire que tu as essayé de faire le filou, que tu as gratté et tout. Donc, je pense que si tu as une vision long terme, il faut toujours être droit dans tes baskets et être aligné avec ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie d'être. Si aujourd'hui tu devais repartir si aujourd'hui tu partais de zéro, que tu étais jeune, que tu avais 20 ans, 18 ans, du haut de tes 42 ans, Ouais, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Est-ce que tu mettrais des choses en place plus jeunes pour essayer de... Ouais, moi je regrette rien dans mon parcours parce que j'ai beaucoup profité on va dire de 16-17 ans jusqu'à 30 ans. Je me suis beaucoup amusé, j'ai fait beaucoup de voyages. On a eu des enfants très tôt aussi avec ma femme, mais on a toujours profité même avec nos enfants. Et après, j'ai beaucoup travaillé. Alors, je sais pas faire autre chose, c'est-à-dire que de 28 ans, on va dire, à 42 ans, j'ai énormément bossé. Mais je pense que je viens d'un milieu comme ça où je sais pas, j'ai pas su m'entourer, si tu veux, et constituer une équipe qui bosse pour moi. J'ai beaucoup été un artisan de l'immobilier dans le sens où j'ai fait beaucoup de choses moi-même. Et j'ai appris en perdant beaucoup d'argent. C'est-à-dire que sur la première maison dont je te parlais tout à l'heure, les 4 lots, là, je raconte toujours cette anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que je faisais mes travaux. En fait, je partais le matin à 6h, j'allais sur mon chantier, je commençais à préparer le chantier, à chercher mon matériel et tout, à ramener tout sur le chantier. Après, je me changeais, j'allais à la banque. Le soir, à 17h30 ou 18h, quand je finissais la banque, je me changeais, je repartais sur mon chantier, travailler jusqu'à 22h. Et quand tu fais ça, c'est beaucoup de concessions parce que je venais d'avoir une deuxième fille et je les voyais pas. Je travaillais tout le temps, je travaillais le week-end, je partais à 6h, je rentrais à 22h. Ça a été beaucoup de concessions. Et quand tu as un enculé de voisin, tu mettras des bips, Franck, qui te balance en fait parce que tu as construit un escalier. Comme je venais de HLM, j'avais jamais été propriétaire. Je savais pas qu'il fallait demander des autorisations à la mairie. Donc moi, je me suis dit, une fois que c'est construit, plus personne pourrait rien me dire. Donc je me suis dépêché de faire mon escalier avec mon oncle. On a coulé le béton et tout. Je te mens pas, hein. Le jour où je coule, le lendemain, je reçois un courrier de poursuite de la mairie. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je dis, mon escalier il est coulé, c'est bon, je risque plus rien. Et en fait, j'arrive à la mairie et la mairie me dit, non mais monsieur, si tout le monde faisait ce qu'il voulait, il y aurait des maisons roses, bleues, jaunes, tu vois, dans le même quartier. Mais je dis, mais comment ça, je suis chez moi, je fais ce que je veux. On me dit, mais non, faites pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de construire aussi proche de la route parce que tu sais, j'avais fait comme, je sais pas si tu connais Scarface, Tony Montana, l'escalier, il arrivait, je te mens pas, le portail, il était là. Donc après, c'est le trottoir. Et moi, j'arrivais à ras du portail. Le truc qui montait, ils m'ont dit, non, mais ça, c'est pas possible. J'ai dit à ma femme, écoute, je suis rentré à la maison, il pleuvait à torrent. J'ai dit, prends le landau de la petite. Donc la petite, elle avait même pas 1 an. J'ai dit, on prend nos enfants, on va à la mairie direct, je pose tout sur la table et je lui dis, voilà, on fait comment? Donc la meuf, elle était choquée. Elle se dit, mais c'est quoi ce bordel? Je lui dis, on fait quoi? Je lui dis, dites-moi ce qu'on fait. Je lui dis, elle me dit, non, vous êtes obligé de détruire et tout. Je lui dis, mais c'est mort, je viens de construire l'escalier, tu vois, je passe tout mon temps, tous mes week-ends dans le truc, tu mets de l'argent. J'ai dit, non, trouvez-moi une solution. Et après, ils m'ont dit, bon, écoutez, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de détruire. Il n'y a pas le choix parce que la personne qui vous a balancé, elle vient tous les jours. J'ai dit, dites-moi qui c'est alors. Elle m'a dit, non, c'est impossible. Et du coup, elle me dit, mais par contre, voilà, on s'adapte, vous allez pouvoir reconstruire votre escalier, on va voir ensemble à trouver une solution. Et m'ont proposé une solution, j'ai dit, vas-y, j'ai pas le choix. Donc j'ai refait l'escalier, j'ai refait comme ils m'ont demandé, on a pu trouver une solution. Ça n'a pas tué mon projet, parce que s'ils me disaient de pas faire l'escalier, j'ai plus de projet. Donc ça m'a permis de faire mon projet, et j'ai perdu 5-6 000 euros. Mais tu vois, ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, je recommande pas aux gens. Les gens, aujourd'hui, ils me disent, ah ouais, mais mettre l'argent dans un accompagnement, mais tu vois, c'est trop restrictif, parce que cette connerie-là, ils la feront jamais. Moi, j'ai balancé 5 000 euros par les fenêtres et j'ai pas eu d'accompagnement. Et j'ai appris juste sur une chose. Et à chaque fois que j'ai appris quelque chose, ça m'a coûté entre 5 et 10 000 euros dans l'immobilier parce que les erreurs, c'est pas 100 euros, tu vois, à chaque fois. C'est des milliers d'euros. Et ça, les gens, ils voient pas. Ils comprennent pas ça. Mais chaque erreur que tu fais, c'est de l'argent que tu mets de ta poche. Alors que dans nos accompagnements, on valide avec les élèves tous les projets qu'ils font. Certains projets, on le valide ensemble. Ça évite tout ça et ça n'a pas de prix pour moi. Donc, je ne ferai pas les choses dans ma vie différemment, etc. Peut-être que j'apprendrai des compétences différentes qui me permettent de m'entourer de gens compétents et d'aller plus vite. Je parle notamment pour l'entrepreneuriat. Pour l'IMO, c'est un peu moins vrai parce que je me suis bien débrouillé, même sur l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il y a des gens qui font des choses
choses différemment aujourd'hui, j'admire pour ça, c'est que moi, je passe beaucoup de temps avec les élèves que j'ai parce que je veux connaître tous les élèves, je veux passer du temps pour eux, mais j'ai des collègues ou concurrents, je sais pas comment on peut dire, qui font la même chose et qui développent leur business en passant beaucoup moins de temps que moi. Moi, ça me prend énormément de temps aujourd'hui, alors que j'ai l'immobilier qui me permettrait d'être libre. Je me suis mis dans un nouveau truc, l'entrepreneuriat, et ça me bouffe tout mon temps. Mais parce que j'aime ce que je fais, tu vois, aujourd'hui, je pourrais, là, ce matin, on vient de sortir de 2 jours de mastermind, donc j'ai travaillé tout le week-end. J'aurais pu me dire, ce matin, je dors. Et tu vois, il est 8h30, t'es là, il n'y a pas d'obligation. Je sais que c'est compliqué ce que tu fais parce que lancer quelque chose, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est difficile. Donc je me dis, moi, on m'a aidé aussi. Il faut que j'aide les autres, tu vois, il faut que je t'aide. En plus, on a bien accroché, donc voilà, ça me fait plaisir de t'aider. Mais il n'y a pas d'obligation. En réalité, ce matin, j'aurais pu dormir. Et me dire, vas-y, je suis tranquille, je me repose. Mais comme je te disais tout à l'heure, tu as un nom, il faut que tu gardes une ligne directive. Et c'est ça dans ta vie qui fera que les gens, tu vois, ils peuvent pas me dire, ouais, Christophe, t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça. C'est pas possible. J'ai toujours été droit, j'ai toujours fait les trucs correctement. Donc, viens pas me dire, tu vois, viens pas me faire de la flûte. C'est comme aujourd'hui, que ça soit sur la société ou dans l'IMO, dans le business, tu as des gens, c'est des escrocs. Ils vont pas te payer. Tu fais un travail, tu fais quelque chose, ils te payent pas, ils te doivent de l'argent. Ils disent oui, mais tu comprends, un tel de ma famille est mort, un tel est mort, mais arrête de me jouer de la flûte. Ça fait 3 fois que la même personne est morte. Donc dis-moi que tu veux pas me payer et voilà. Mais me raconte pas des histoires. Le problème, c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que ça soit dans l'IMO, dans l'entrepreneuriat, avec les réseaux sociaux, entre autres, les gens te vendent du rêve, mais c'est des clochards. Et c'est pas méchant de dire ça, c'est que c'est la réalité. C'est qu'il y a des gens, ils te font miroiter des trucs, mais en vrai, t'es un clochard. Tu t'es même pas capable de payer ce que tu dois aux autres. Ta carrière, elle est morte. Tu vas pas faire long feu, tu vas escroquer 2, 3, 4, 10 personnes, ça va se savoir. Ouais, et tu parlais d'entrepreneuriat et en discutant un peu de ton parcours auparavant, tu m'as dit que tu avais à un moment eu des magasins de fruits et légumes en association. Qu'est-ce que tu en retires de ça? C'est un pur business physique. Je crois que c'est le seul pur business physique que tu as eu en termes de... J'avais une boîte de bâtiment aussi, mais sur les magasins, ça a été très court. C'était très court parce que, en fait, c'est difficile, je trouve, d'être associé. Il faut être aligné là aussi. Les associés que j'avais, c'était leur domaine, le fruit et légumes. C'est-à-dire qu'eux, moi, j'ai toujours fait de l'investissement de la banque et tout. Eux, ils ont toujours fait des fruits et légumes. Donc, depuis tout petit, ils avaient des magasins avec leurs parents, etc. Ils étaient dedans. Et en fait, je pense qu'il faut bien définir ce que chacun doit faire. Moi, je voulais avoir plus un rôle financier, donc apporter de l'argent. Ça me plaisait le fait d'avoir un business, tu vois. J'ai fait faire des vidéos à l'ouverture. On a fait une super vidéo et tout. Ça me faisait kiffer. Ça m'aurait plu de travailler dans des business comme ça. Mais il y a une réalité qui m'a rattrapé, c'est le temps. Ton temps, il n'est pas illimité. Et en fait, mes associés voulaient que je sois plus présent dans le magasin. Moi, j'aurais aimé aussi, mais je pouvais pas. Tu peux pas développer l'IMO, tu peux pas développer mon business en ligne, je peux pas développer des magasins physiques. Il y en a qui le font. Je sais pas faire parce que je mets de l'énergie dans beaucoup de domaines. Je délègue pas beaucoup. Et du coup, mon temps, il n'y a que 24 heures dans une journée, je peux pas être partout. Donc ça a été un échec. Après, c'est de ma faute, tu vois. Les associés que j'avais ont été corrects. Après, ils ont toujours voulu, je pense, que je sois de plus en plus présent. Le deal, c'était que je sois sur l'aspect financier. Et après, ils voulaient aussi que je sois dans les magasins et tout. C'était pas possible. Au bout d'un moment, tu peux pas être partout. Et puis, j'avais pas quitté la banque pour aller vendre des tomates. C'est péjoratif de dire ça, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est que j'aspire à autre chose. Et voilà. Et même si je respecte et j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé parce qu'ils m'ont emmené à Rungis avec eux. T'apprends tout le temps, tu vois. Il y a une phrase qui dit dans la vie, tu perds pas, t'apprends. Bon, c'est un peu du bullshit, c'est de la merde, parce que quand t'as perdu 15 000 ou 20 000, t'as quand même perdu 15 ou 20 000. T'as appris, t'aurais peut-être pu apprendre gratos, tu vois. Là, en l'occurrence, j'ai pas perdu de sous, j'ai perdu du temps. Mais j'en veux à personne, c'est de ma faute, il faut savoir reconnaître ses responsabilités. Je pense que c'était trop ambitieux de me lancer là-dedans, mais ça m'a fait kiffer. Le fait de me dire un business physique, t'as des magasins, t'as un truc, t'es sur Paris en plus, fruits et légumes, tu vois, on se croirait dans des films, donc c'était top. Ça t'a plu quand même si... Ouais, je pense que c'est pareil, tu vois, une boîte de bâtiment. Il y a beaucoup de gens qui me disent écoute, j'ai 2-3 biens, est-ce que tu penses que c'est judicieux d'avoir une boîte de bâtiment? Non. Si tu veux avoir des sociétés, il faut avoir quand même du chiffre qui rentre, il faut avoir la possibilité de faire tourner ta boîte. Pour faire tourner ta boîte, tu es obligé d'avoir du volume.
Donc, tu peux pas, avec 2 biens, avoir une boîte de bâtiment. Moi, je l'ai fait parce que la volonté que j'avais, c'était de... alors déjà, c'était mon cousin qui avait la boîte, qui était vraiment à fond dans la boîte, qui vivait de la boîte. Et ça a été une belle expérience dans le sens où le bâtiment, c'est un autre monde. Par rapport à la banque, tu vois, faut gérer des gars. C'est pas la même approche que dans un bureau. Dans un bureau, quand tu dis en réunion à une personne, ça m'est déjà arrivé de me prendre le choix, des collègues, tu leur dis ferme ta gueule, bah là il y a tout le monde qui s'arrête et tu te dis oh putain, là tu vois que t'es dans un bureau, tu vois. Tu te dis bon, là j'ai peut-être pas ma place, c'est peut-être pas les mots que j'aurais dû utiliser, tu vois, dans un bureau, dans une réunion. Mais quand t'es dans le bâtiment, bah ça c'est normal. T'arrives sur le chantier, bah tu mets une calotte à quelqu'un, si elle fait une corée, tu mets une grande tarte, bah voilà, vous avez réglé votre différend, votre problème, et après tout le monde repart au travail où voilà, le plus fort c'est qui a gagné, et puis c'est bon. Mais c'est des expériences de vie différentes, c'est des relations différentes avec les gens. Il faut savoir, et ça a été difficile aussi comme moment, c'est que je passais des travaux, quand je rénovais mes biens, au bureau. Et comme je te dis, bah, le discours, la relation que tu as avec les gens, c'est pas la même. Donc souvent, mes collègues, il y avait un petit peu j'ai toujours aimé rigoler, donc on s'amusait bien et tout, même à la banque on rigolait tout le temps, on faisait toujours des conneries, mais des fois bah, ils me disaient t'es un peu trop dur. Et quand j'ai lancé ma boîte, j'ai eu ce problème là aussi sur le business en ligne, c'est que les gens avec qui je travaillais, les prestats, ça marchait pas toujours parce que les gens ils aiment pas quand t'es trop cash. Moi j'accepte que tu vois, si tu me dis Christophe t'as fait de la merde, ok, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qui fait que j'ai fait de la merde, pourquoi? Mais les gens ils aiment pas que tu leur dises ça, ils disent non mais c'est trop brusque, donc faut mettre, tu vois, faut tourner autour. Moi, j'aime pas faire ça, je déteste. Et même aujourd'hui, bah, j'ai des gens avec qui je travaille, ils se braquent parce que, bah, je sais pas, tu vois, on paye X milliers d'euros pour faire un travail. C'est pas dur, à la fin, tes résultats, c'est blanc, c'est rouge, c'est bleu, mais tu dois être capable de me dire si c'est blanc, c'est rouge, c'est bleu. Je t'ai payé pour une mission. Bah non, c'est orange. Bah, je suis désolé, ça figure pas dans mes couleurs. Donc, redis-moi, c'est blanc, c'est rouge, c'est bleu, c'est violet. Bah, t'es con, il y a quelque chose que t'as pas compris. Je viens de te donner 3 couleurs, pourquoi tu me donnes toujours des couleurs différentes? Et au bout d'un moment, bah, les gens, ça les braque. Mais que je te demande, c'est pas compliqué. Donc, tu vois, là-dessus, je pense que je suis mauvais. Et j'ai des collègues qui voient ça et qui ont l'habitude avec moi de travailler depuis 10-15 ans et qui me disent aujourd'hui, Christophe, faut que tu sois un peu plus souple. Faut que tu sois plus cool. Mais c'est ça que je comprends pas aujourd'hui. On te demande un truc, on te dit de faire un truc, t'es payé pour faire ce truc-là. Pourquoi tu le fais pas et pourquoi après tu tournes autour du pot? Mais c'est compliqué, c'est les relations humaines. Faut être souple et ça, il y a beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça que je te disais, j'étais un artisan de l'immobilier parce que j'ai fait beaucoup de choses tout seul. Pour ces raisons-là, j'ai jamais été capable de m'entourer bien. Il y a des gens qui sont très forts pour faire ça et qui le font très bien et du coup qui développent des patrimoines beaucoup plus importants ou dans l'entrepreneuriat qui vont beaucoup plus loin parce qu'ils savent faire ça. Moi, je sais pas toujours faire ça et pas le faire bien. Donc, ça a toujours une marge de progression. En parlant de patrimoine plus important, moi je t'ai connu grâce à Gilles Grimm, comme je disais juste avant. Et toi, comment tu l'as rencontré? Comment la rencontre s'est passée? Tu m'as déjà expliqué un petit peu, mais je trouvais que l'anecdote était sympa. Ouais. Bah, en fait, j'ai eu la chance à la banque. Je suis à la banque, donc je travaille sur Paris. Et là, j'ai mon collègue, donc moi je suis à l'accueil. Je viens de commencer, donc je suis en intérim. Et j'ai mon collègue qui travaille avec moi, qui est en face de mon bureau, qui est en gestion de patrimoine, qui est un pote et qui me dit hey Christophe, regarde le mec qui va rentrer là, il est millionnaire, c'est le plus gros investisseur de Paris et tout. Moi, je dis j'ai 22 piges, je m'en fous quoi. Ok, il va rentrer moi. Et là, je vois arriver un mec simple avec son costard et tout. Et il me dit ouais, ça va Christophe et tout. Je me dis putain, mais je le connais pas, il connaît mon prénom et tout. Il me dit ouais, vas-y, tiens, va te payer un café et tout. Toi, t'es jeune, le gars, il te sort un billet de 5 balles ou de 10 balles. Tu te dis mais pourquoi? Et tu vois, super cool et avenant et tout. Je me dis putain, ça c'est la classe. Le gars, il paye pas de mine, tu vois, il a pas un costard à 10 000, mais il est bien sapé, il vient, il est super cool, tu vois, tu le connais pas, il t'appelle par ton prénom. J'ai dit bien le type. Et après, bah, je passe à autre chose. J'avais 22 ans, comme je t'ai dit, moi j'aimais bien profiter, donc je fais mes voyages Thaïlande et tout. Et arrivé à, c'était vers 31-32 ans, quand je reprends à la banque, je suis conseiller en gestion de patrimoine cette fois-ci. Et mon pote qui était en face de mon bureau devient mon directeur dans l'agence où je bosse. En fait, moi, j'étais déjà en place, en poste. Et là, moi, je revenais de Saint-Barth, je sympathise avec un directeur qui me dit, bon, bah écoute, ok, pour moi et tout, viens travailler avec moi.
Au bout de 3 mois, il me dit, je m'en vais. Je dis, ah, fais chier, putain, j'étais bien avec ce directeur-là. Il me dit, bon, bah, tu verras, il y a le remplaçant qui va arriver. Et là, je vois mon pote arriver. Et il me dit, c'est moi ton nouveau directeur. Je dis, ouais, terrible et tout. Et lui, il développait beaucoup les agences dans lesquelles il était directeur. Donc, on développe comme des fous pendant 6-7 ans. Et un midi, il arrive, il me dit, après déjeuner, il me dit, tu devineras jamais avec qui j'ai déjeuné. Je lui dis, je sais pas. Il me dit, Gilles Grimm. Je dis, oh putain, vas-y, s'il te plaît et tout, ramène-le à l'agence. Faut qu'il soit client et tout. Parce qu'il était déjà client de la banque dans laquelle on bossait. Mais je lui dis, je veux qu'il soit client de l'agence et tout, s'il te plaît et tout. Il me dit, vas-y, t'inquiète, j'organiserai une rencontre. Le temps passe, j'arrête pas de le relancer, vas-y, organise et tout. Et là, il fait venir Gilles à l'agence. Donc Gilles, il vient à l'agence, on papote pendant 1 heure et tout. Et il me dit, bon, bah voilà, je raconte l'anecdote parce qu'il l'a raconté sur les réseaux, mais j'ai, je sais plus, c'était 2 ou 3 millions à faire refinancer. Là, 65 ou 70 ans. Et je lui fais un crédit sur 15 ans et je lui fais le rachat de ses prêts. Et là, il me dit, c'est compliqué parce que c'est des grands monsieur, ils ont beaucoup de biens. Au bout d'un mois, un investisseur, tu peux pas lui demander, enfin, tu sais, quand tu lui demandes tous ses documents, tu les ramèneras jamais. Là, le gars, il a 200 biens dans Paris, il va pas te ramener toutes ses attestations de propriété, les quittances et tout. C'est impossible. Donc, tu le finances parce que, bah, il y a des garanties derrière, parce que tu crois en la personne, tu crois en ses projets. Et je me suis battu parce que, tu sais, quand tu pars sur des gros montants comme ça, tu as un service risque ou engagement, peu importe le nom. Et dans la banque dans laquelle je travaillais, vous voulez pas le financer. Et moi, je lui ai dit, mais si, vous allez le financer. Et moi, on dit, mais t'as pas compris, c'est non. Et je lui ai dit, mais vous avez pas compris qu'il est sur les réseaux, que si demain il fait comme ça, bah ta banque, elle va avoir une mauvaise image, quoi. Alors là, ils ont commencé à réfléchir. Ils m'ont dit, bon, bah, ok, peut-être qu'on peut le financer, mais il va falloir qu'ils mettent de l'argent chez nous, quoi, qu'ils placent de l'argent. Et moi, je dis ça à Gilles. Et Gilles, il me dit, non. Mais je t'ai eu ton crédit. Il m'a dit, non, je m'en fous, je veux pas placer dessous. Donc, je sais pas, tu vois, les exemples que je veux dire, ils sont pipés, mais juste pour te donner un ordre d'idée, genre le service engagement me dit, ouais, il faudra qu'il place 500 000 chez nous. Et lui, il me dit non. Et moi, je reviens vers le service engagement, je lui dis, bah, c'est pas possible. Il me dit, comment ça, c'est pas possible? Je lui dis, il veut pas. Il me dit, bon, bah, dis 200 000. Ok. Je lui dis, Gilles, bah, c'est bon du coup, mais 200. Il me dit non. Donc, moi, je sais plus quoi dire. Donc, j'ai dit au service engagement, bah oui, c'est bon. Il a dit ok pour 200. Je trouverai une solution. Ils me disent, bon, bah, c'est bon, vas-y et tout. Donc, on lui fait le crédit et après, je lui dis, bah, comment on fait? Un petit truc, tu vois. C'est des grands monsieur et ça n'existe plus. Ils te racontent qu'il faisait une poignée de main, le directeur lui passait 300 000 euros. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai aimé échanger parce qu'il m'a donné vraiment beaucoup de valeur et surtout, il a toujours tenu ses engagements. C'est-à-dire qu'il m'avait dit, quand tu te lanceras à ton compte, bah, je t'aiderai et il m'a toujours aidé. Ouais, moi, j'ai aussi, à titre personnel, fait partie de son groupe Elite. Il a un groupe, qui lui cite un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, tout ça. Et c'est là, ça a été un sacré accélérateur pour moi dans le développement de mon patrimoine. Hier, lors du mastermind, je disais que j'étais passé à un moment donné de 2 à 11 biens. Donc, j'ai revendu un petit peu, j'en ai un peu moins. Mais c'est en partie grâce à son accompagnement et c'est très accessible. C'est accessible à tous. Il y a de très bons conseils qui sont donnés dedans. Je fais partie de quelques vidéos de formation. Ouais. Quand j'y étais, t'étais en tous les cas. On a fait des vidéos ensemble, effectivement, où on échange là-dessus sur l'investissement IMO. Mais c'est vrai que voilà, c'est des personnes qui t'aident beaucoup à évoluer. Et il faut s'entourer d'un réseau de façon tout seul. Beaucoup de gens pensent que l'immobilier, c'est un sport individuel. En réalité, c'est un sport d'équipe. C'est-à-dire que c'est l'équipe que tu as constituée qui va te permettre de monter. Si tu es tout seul, tu n'arriveras pas loin. Exactement. On peut conclure là-dessus. Ouais, carrément. Ouais, je pense que voilà, entourez-vous de personnes compétentes, entourez-vous d'un réseau de qualité, le notaire, l'expert comptable, l'agent IMO, le banquier. C'est des gens qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre carrière d'investisseur ou dans votre parcours d'investisseur. Donc, c'est important d'avoir une bonne équipe. Plus vous allez être bien entouré, plus vous aurez de performance, plus vous aurez de cash dans vos investissements. Parce qu'encore une fois, l'immobilier, c'est compliqué. Il faut écouter ce qu'on vous dit. C'est pas facile, c'est pas simple. Par contre, si vous avez envie, si vous êtes déterminé, bah, comme Loris, il a 28 ans, il a déjà plusieurs biens à son actif, vous y arriverez, c'est obligé. Mais par contre, c'est obligé de faire des efforts, c'est obligé de mettre des choses en place. C'est bien de regarder des vidéos YouTube, c'est bien de regarder des vidéos Insta, mais si vous mettez jamais rien en place, bah, ça sert à rien. On fait régulièrement des événements gratuits sur 4-5 jours en ligne. Participer à des séminaires. Tu participes à beaucoup de séminaires, tu organises aussi des apéros IMO, je crois. Donc, voilà, participer à des apéros IMO avec Loris, participer à des séminaires. C'est important de rencontrer du monde. L'immobilier, ça se fait pas derrière les écrans, ça se fait de façon physique. Les relations, avec les agents IMO, vous les trouverez sur le terrain. Les relations avec les gens qui investissent, qui ont du réseau, vous le ferez sur le terrain. Donc, si vous faites pas tous ces efforts-là, d'aller vers les gens, de participer à des apéros IMO, à des séminaires, à des événements aussi en ligne pour avoir des informations, bah, malheureusement, vous ferez rien du tout. Donc,
c'est bien au bout d'un moment de regarder, mais il faut passer à l'action, même si c'est des petits pas, des petites étapes. Mettez des choses en place de façon concrète, un pas après l'autre. Vous allez voir que vous allez avancer. Et au fur et à mesure, vous allez vous constituer un patrimoine. Et l'objectif, je pense, c'est que le patrimoine immobilier travaille pour vous, pas l'inverse. Parce que si vous quittez votre travail un jour parce que vous êtes rentier et que c'est pour retravailler dans l'immobilier, ça n'a pas de sens. Le but, c'est ok, ça te prendra un petit peu de temps, mais c'est de faire ce que tu kiffes. Moi, je vois dans l'immobilier, je sais pas pour toi, il y a les travaux, j'adore. La partie recherche de biens, j'aime bien. Mais ce que j'aime moins, c'est la gestion des locataires. Aujourd'hui, je la délègue. Ouais, pareil, je me concentre sur que là, c'est pour ça que je lance mon activité en tant que dans la transaction. C'est parce que c'est ce que je préfère au final. C'est là où je préfère allouer mon temps, quoi, tout simplement. Puis la zone de génie, peut-être. Aussi. Donc, faites ce qui vous plaît, entourez-vous des bonnes personnes et vous aurez du résultat. On vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et on se dit à très vite. Ciao.